Effectivement, j'espère que vous appréciez l'Enfer du Nord, qui nous fournit une question directement adressée à l'orateur spontanément. Donc ça, c'est parfait. On a déjà la première question. J'espère aussi que vous appréciez le programme tel qu'il est jusqu'à présent et l'organisation qui est parfaite. Les meilleurs moments du programme sont encore à venir, parce qu'on a donc maintenant la conférence qu'on dit de prestige, et puis, comme la tradition le veut, le dîner de gala qui s'annonce excellent, qui va le suivre. Donc, comme vous le savez, on a cette tradition d'une conférence qu'on dit de prestige, parce que c'est une conférence qui, contrairement aux conférences qu'on dit plénières, nous parle de choses qui sont un peu en dehors de notre discipline, parfois un peu, parfois très en dehors de notre discipline. Parfois, il s'agit de sujets qui sont d'actualité brûlante. Parfois, c'est plus une réflexion contemplative sur la pratique de la science. Parfois, ça nous parle purement de techniques scientifiques et parfois, ça nous parle plus d'enjeux liés à la société. L'intérêt du sujet qu'on va aborder ce soir, c'est qu'il est un petit peu tout ça à la fois. Donc, c'est un petit peu spécial. Et on va avoir le plaisir de parler de réchauffement climatique avec Jean Jouzel qui nous fait le très grand plaisir d'accepter notre invitation. Et un petit mot rapide pour présenter Jean Jouzel. Je crois avoir compris que et c'est sans doute l'intérêt de la pratique scientifique ou la beauté de la pratique scientifique, que c'est en essayant de montrer que finalement la Terre entrait dans une phase de refroidissement, qu'en étudiant des carottes glaciaires dans l'Antarctique il y a quelques années déjà avec ses collaborateurs, Jean Jouzel a montré que finalement le CO2 qui était emprisonné dans les gaz était un élément essentiel de ce qui allait être mis en évidence comme une phase de réchauffement importante. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la pratique scientifique. Bon, Jean Jouzel est aujourd'hui un climatologue et un paléoclimatologue et un glaciologue qui est mondialement reconnu. Il est directeur de recherche au CEA, il a dirigé pendant de nombreuses années l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est un des temples multitutelles de l'étude du climat pour la France. Jean Jouzel a aussi reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales. On va citer notamment la médaille d'or du CNRS, et puis le prestigieux prix Vetlesen, qui récompense, un prix international, qui récompense des travaux qui s'intéressent à la compréhension des phénomènes terrestres, physiques et biologiques. Jean Jouzel est également membre de l'Académie des sciences. Et puis ce qui est aussi très intéressant dans la trajectoire de Jean Jouzel, c'est qu'il a fait un choix que ma très modeste expérience dans ce domaine me permet de qualifier de très difficile. C'est d'impliquer ses travaux scientifiques dans des enjeux liés à la société, évidemment liés au climat, et notamment à travers son implication dans le GIEC, et puis à travers ces tentatives d'éclairer les décisions d'hommes politiques ou de gens qui sont amenés à prendre des décisions pour la société. Donc on aura beaucoup de questions qu'on va garder pour la fin de cette session, de la fin de la présentation de Jean, et qui pourra être aussi nourrie que l'on veut. Sans attendre, Jean Jouzel. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, le plaisir est vraiment partagé. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Merci Patrice, merci Pierre, et merci à tous ceux qui ont organisé évidemment ce colloque et qui ont fait que nous soyons ensemble ce soir. Alors, oui, effectivement, je ne sais pas que dire Patrice. Bon, c'est un sujet éloigné, c'est à la fois éloigné, c'est un sujet aussi que l'on vit tous les jours, évidemment. Disons, en tout cas, il y a un intérêt pour tout ce qui concerne, en général, l'évolution de notre environnement. C'est quand même aussi un sujet où on a quand même quelques spécialistes de traitement du signal, on en a bien besoin. On a aussi nos propres, disons, problèmes à regarder et beaucoup de séries de données, beaucoup de données. Alors attends, là, pourquoi ça ne s'éclaire pas, là? Hein, ça va marcher? Retourner. Au milieu? Ah, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ce réchauffement climatique, mais aussi d'où nous en sommes effectivement au niveau y compris politique ou disons de la réelle de l'action. Alors mais quand même il faut commencer par rappeler quelques bases. En fait nous avons quand même quelques certitudes. Nous avons des certitudes dans cette
disons, dans cet aspect lié au réchauffement climatique, aussi pas mal de questions, des incertitudes. Bon, la première, c'est quand même que le climat se réchauffe. Vous voyez, les 5 dernières années, en fait, 2018 a été aussi une année chaude, 2019 l'est également. En fait, les 5 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. C'est quand même pas une surprise. Hein, c'est ça qui est important, parce que ce que nous faisons depuis aussi à peu près cette période, depuis le milieu du 19e siècle, c'est que nous modifions la composition de l'atmosphère. Alors nous la modifions par nos activités, nous la modifions de différentes façons. Donc je vais ici me centrer sur les gaz à effet de serre. Donc cette propriété qu'ont certains composés atmosphériques, en fait, d'absorber une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. En gros, c'est pas certains composés, c'est pratiquement tous. Dès qu'il y a plus de 3 atomes, ça vibre. Hein, donc il y a beaucoup de physiciens ici, et effectivement, disons, les seuls composés gazeux qui ne soient pas composés à effet de serre sont les gaz rares, l'azote et l'oxygène. Vous me direz que ça fait beaucoup dans l'atmosphère, mais il y a quand même un point, c'est que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Alors, on en tient compte, bien sûr, rassurez-vous, mais pourquoi elle n'est pas mise là? Eh bien, c'est parce que nous n'agissons pas directement par nos activités sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Nous agissons indirectement, puisque le réchauffement se traduit dans l'océan, et il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère qu'il y a 20 ans, tout simplement parce qu'il y a plus d'évaporation. Donc ce sur quoi nous avons agi, en particulier le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, avec donc donc vous voyez, c'est bien documenté, hein, avec ce constat que ils ont une large partie des émissions de gaz à effet de serre est liée à notre utilisation des combustibles fossiles. Donc ça joue pour plus de 80% des émissions de gaz carbonique qui elles-mêmes représentent aussi à peu près 80% ou 75 à 80% de l'augmentation de l'effet de serre. Donc, et puis une contribution relativement importante aussi, enfin, disons en tout cas une contribution jusqu'à 20% des pratiques agricoles, de l'utilisation des terres à travers plus le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, on sait très bien ce que ça fait, hein, d'un point de vue, on a augmenté l'effet de serre. En gros, on a augmenté la quantité de chaleur disponible pour, disons, maintenir l'équilibre thermique de l'atmosphère, mais aussi des composantes qui interagissent avec l'atmosphère, l'océan de surface, les glaces, les surfaces continentales. Donc, on a augmenté le chauffage, disons, la quantité d'énergie d'à peu près 1%, hein, donc de 2,3 watts par mètre carré, ceci tenant compte du fait que la pollution elle-même, au sens trivial du terme, contrecarre une partie de ce réchauffement. Et en gros, c'est 3 watts par mètre carré pour l'augmentation de l'effet de serre, et à peu près, il y a 20% contrecarré par la pollution. Hein, la pollution au sens trivial du terme. Donc, ce n'est pas une surprise, en gros. Ce qu'on a fait depuis 150 ans, c'est d'augmenter le chauffage, et on ne doit pas être surpris que la température augmente, même si le système est très compliqué. Il y a un point qui est important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, donc de ces un peu plus de 2 watts par mètre carré, eh bien, il n'y a que 1% ou un peu plus qui est utilisé par l'atmosphère. En fait, l'essentiel de cette chaleur va dans l'océan, hein, 93%. Et donc, si on veut vraiment qualifier le réchauffement climatique, c'est plutôt dans l'océan qu'il faut aller regarder. Et là, le diagnostic est en fait très clair. Vous voyez, à travers cette élévation du niveau de la mer, qui est un indicateur vraiment du réchauffement climatique, 3 mm par an, 1 mm à peu près lié à l'expansion thermique, l'océan se réchauffe, il se dilate, et à peu près l'essentiel du reste lié à la fonte des glaces. Alors les glaciers continentaux, et puis ça depuis assez longtemps, et depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90, une contribution à la fois du Groenland et de l'Antarctique, donc des calottes glaciaires. Donc c'est à peu près un tiers, donc de ces 2 mm chaque année. En gros, dans cet indice élévation du niveau de la mer, nous avons
une double indication du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. C'est ce qui nous amène à conclure que le réchauffement est sans équivoque. Pour nous, c'est une certitude. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en discuter, c'est pas. Mais voilà, et sans précédent. Alors, à l'échelle du dernier millénaire, bien sûr, il y a eu des précédents, ne serait-ce qu'il y a 120 000 ans, ou bien des périodes bien plus lointaines, disons, de la vie de notre planète. Ensuite, le point important, c'est qu'une fois qu'on a, disons, ce qui est important aussi, c'est que donc, on montre de façon très claire qu'une large part de ce réchauffement est liée aux activités humaines. En fait, quand on regarde ce réchauffement depuis les années 50, il est d'un peu moins de 1 degré. On l'explique entièrement, on peut l'expliquer entièrement par l'augmentation de l'effet de serre. À l'inverse, les causes naturelles de variation du climat, on va parler à la fois des variations de l'activité solaire, de l'activité volcanique. À chaque fois qu'il y a un volcan important, il y a un refroidissement, le dernier étant le Pinatubo, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés pendant quelques années. Mais ces causes naturelles de variation du réchauffement climatique, aux échelles de temps qui nous intéressent, ne peuvent pas expliquer plus d'1 dixième de degré. En fait, donc on a vraiment cette quasi-certitude, puisque nous disons qu'une large part, du réchauffement climatique est de façon quasi certaine, plus de 95%, déjà liée aux activités humaines. Ça, c'est un point très important qui a pris du temps dans le rapport du GIEC. Dans le premier rapport du GIEC, par rapport au rôle des activités humaines, nous disions que nous ne savions pas. Dans le second, un ensemble d'éléments suggère une influence perceptible des activités humaines sur le climat. C'était très prudent. Et puis en 2001, c'est probablement, très probablement, dans le 4e rapport du GIEC, et donc le 5e rapport du GIEC, c'est une quasi-certitude. Donc ça nous a mis du temps. C'est un problème de signal sur bruit dans le cas présent, c'est très clair. Donc c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'analyses de signal, bien sûr. Aussi, non pas simplement du signal lui-même de la température moyenne, il y a beaucoup d'autres indices. Sa répartition verticale, par exemple, est très importante. Donc, vers quoi allons-nous c'est évidemment, ça dépend de nous, en clair, largement, de nos activités. Pas vraiment sur les prochaines décennies. Le réchauffement climatique des 2-3 prochaines décennies est joué. En fait, il dépend largement des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère. Mais disons que le réchauffement, le climat de la deuxième partie de ce siècle, donc il y a des jeunes ici, voilà, eh bien, dépend largement de nos activités d'aujourd'hui. Voilà ce vers quoi nous irions si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, on parle de scénario émetteur. Vous voyez, un réchauffement moyen de 4 à 5 degrés, et donc qui n'est pas, disons, moins important sur l'océan, qui a un peu de mal à suivre. C'est une grosse machine. Plus important sur les continents et pratiquement 2 fois plus important sur les régions de l'Arctique, et ça, c'est déjà observé. Ce sont, disons, cette répartition géographique que l'on voit à échéance de la fin du siècle ici, eh bien, avec des réchauffements qui pourraient aller jusqu'à 8-10 degrés dans l'Arctique, eh bien, c'est aussi ce qu'on observe comme répartition géographique. C'est important, quand on parle de température moyenne de 4 à 5 degrés, c'est le réchauffement qu'a connu notre planète entre moins 20 000 ans et moins 10 000 ans, la déglaciation, depuis la dernière période glaciaire. Mais ce que nous ferions, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la même amplitude, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Il faut bien se rendre compte, c'est en gros ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà, il y a, donc, en termes d'impact, de conséquences, il n'y a pas vraiment de surprise, là non plus. Donc vous voyez un peu ce que je voulais dire. Vous voyez, là, il y a le scénario émetteur, le scénario sobre. Il se différencie vraiment à partir des 2 prochaines décennies, ne sont pas très différentes. Donc voilà, et puis il se sépare à partir de 2040 et bien sûr de plus en plus dans la deuxième partie de ce siècle. Alors maintenant, on va examiner quelques conséquences. Je ne veux pas être trop long pour laisser du temps à vos questions. Quelques conséquences, et en fait, nous avons l'habitude de les classer, là je reprends largement le rapport du GIEC, en 5 catégories. Voilà, et puis avec des niveaux de risque
d'indétectable jusqu'à très élevé, élevé, très élevé. Donc il y a, voilà, bien sûr, quand on arrive à 5 degrés, eh bien, il n'y a pas de, quel que soit le type de conséquences qu'on va examiner, d'impact, eh bien, on est dans le domaine de risque élevé à très élevé. Il faut également souligner que dans cette hypothèse, le réchauffement n'est pas stabilisé. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement, enfin, si on continue, on va vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain. Donc, de quoi parle-t-on dans ces 5 catégories? Dans la première, par exemple, en fait, on regarde beaucoup l'océan. Donc, par exemple, l'acidification de l'océan. Alors ça n'a rien à voir avec l'effet de serre. En fait, chaque année, nous émettons, enfin, par exemple, l'an dernier, à peu près 40 milliards de tonnes de gaz carbonique, ou un peu plus, donc 36 milliards de combustibles fossiles, 5-6 milliards de déforestation, et puis aussi 2 ou 3 milliards liés à la fabrication du ciment. Hein, c'est bien documenté. Alors, si on tient compte de l'ensemble des gaz, donc, alors, de ce gaz carbonique, en fait, chaque année, il y en a entre 25 à 30% qui sont absorbés par l'océan, également 25 à 30% absorbés par la végétation. Alors, ça varie d'une année sur l'autre, hein. Mais globalement, en moyenne, il ne reste que 45% des émissions, de nos émissions, dans l'atmosphère. Alors ça, c'est bien pour nous, ça ralentit le rythme d'augmentation des gaz à effet de serre, mais c'est aux dépens de l'océan, par exemple. C'est clair que ces 10 milliards de tonnes de CO2, grosso modo, qui chaque année sont absorbées par l'océan, acidifient l'océan. C'est un acide faible, donc ça acidifie l'océan. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il l'était au début du XXe siècle. Alors c'est pas très... Bon, bien sûr, c'est pas perceptible pour nous. Dans le cas du scénario émetteur, l'océan c'est 2 fois plus acide en moyenne qu'il n'était au début du XXe siècle. On pourra toujours aller, vous pourrez, les jeunes, là aujourd'hui, les plus jeunes encore, facilement aller se baigner, ça ne posera aucun problème. Le problème, il est que tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, disons, se formera plus difficilement. Hein, c'est le cas en gros, de tous les coquillages d'animaux marins qu'on aime bien. Et puis bien sûr des récifs coralliens hein, qui seront mis à mal à la fois à cause du réchauffement et de l'acidification de l'océan. Donc il y a aussi tous ces problèmes liés aux récifs coralliens. La deuxième catégorie, bien, ce sont les extrêmes climatiques. En fait, on va parler de sécheresse, d'inondations, de canicules, de cyclones. Donc je vous donnerai quelques exemples. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous sommes actuellement dans le monde, dans un climat tel que nous envisagions il y a une trentaine d'années. Pour ce qui me concerne, j'ai effectivement commencé ma thèse en 1968, donc ça fait un peu de temps. Voilà. Et donc plus sur la formation de la grêle, et je me suis intéressé effectivement au climat très rapidement, au début des années 70, en particulier avec Claude Lorius, ses équipes de Grenoble. Et en fait, c'est vrai que tu avais raison, Patrice, à cette époque, il y avait beaucoup de papiers sur le refroidissement, disons, parce que, eh bien, on est dans une période chaude depuis 10 000 ans, et puis, quand les gens regardent en arrière, ce qu'on fait, eh bien, toutes les périodes chaudes, enfin, les périodes froides, les périodes glaciaires durent très longtemps, de l'ordre de 100 000 ans, et puis les périodes chaudes, celles d'avant, celles d'avant, celles d'avant, ont duré au maximum 10 000 ans. Alors bon, les gens commençaient à se dire, on est là, on a une période chaude depuis 10 000 ans, alors est-ce qu'on ne va pas aller vers une période glaciaire assez rapidement? Et ça, c'était discuté. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Eh bien parce que si on regarde, non pas il y a 300 000 ans, mais il y a 420 000 ans ou 400 000 ans, si on remonte, disons, la 5e, eh bien, on voit que celle-là durait 20 à 30 000 ans. Et la raison, on l'a comprise, c'est que l'entrée en période glaciaire est beaucoup plus difficile quand l'orbite de la Terre autour du Soleil est circulaire. Hein, donc il y a une périodicité de 400 000 ans qui fait qu'il y a 400 000 ans, l'orbite était pratiquement circulaire, excentricité très faible, et dans ce cas-là, il y a moins de variations d'insolation, et donc c'est plus difficile de rentrer en période glaciaire, et nous sommes dans la même configuration. On a de la chance, en fait. Hein. On a de la chance que nos civilisations se soient développées dans un contexte où la période chaude, qui est quand même, il faut bien sûr, c'est tout à fait exact de dire que la période chaude, et cette période chaude que nous vivons depuis maintenant 11 à 12 000 ans,
a été favorable au développement des civilisations. C'était beaucoup plus difficile du temps de l'homme de Cro-Magnon, c'est très clair. Donc ces périodes chaudes sont favorables au développement des civilisations et on a la chance que nos civilisations se soient développées dans un contexte où, de façon naturelle, eh bien, on irait vers 25 à 30 000 ans. Donc, disons, la prochaine période glaciaire ne surviendra pas avant 25 à 30 000 ans. Donc, en fait, nous vivons en termes de réchauffement climatique aujourd'hui, enfin de climat d'aujourd'hui, ce que nous envisagions il y a une trentaine d'années dans le premier rapport du GIEC, aussi bien au niveau du rythme de réchauffement que de la perception, disons que de la perception que certains événements extrêmes, pas tous, deviennent soit plus intenses, soit plus fréquents. C'est le cas par exemple, des canicules qui deviennent plus intenses, des cyclones qui ont des vents plus intenses également. Donc, c'est ce que les rapports du GIEC successifs avaient envisagé. C'est vraiment le climat dans lequel nous sommes. Et d'une certaine façon, ça nous invite à prendre au sérieux les projections des modélisateurs. Moi, je m'y suis intéressé, mais je n'en suis pas un. Ils sont vraiment des spécialistes de modélisation. Il y a une centaine de personnes à l'IPSL directement impliquées dans la modélisation du climat. Donc, mais on doit prendre, je crois, au sérieux les projections. Donc, je reviendrai sur quelques-uns de ces événements extrêmes parce que, disons, cette intensification des événements extrêmes sera une des caractéristiques d'un climat plus chaud. Bien sûr, on va aussi, il y a tout le problème des populations. On va parler de réfugiés climatiques, de difficultés de ressources en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité au sens sécurité du terme. C'est clair qu'un des points qui est mis en avant dans les rapports du GIEC, c'est le risque d'accroissement des conflits. Donc, il n'y a pas dans cette planète que le problème du réchauffement climatique. En fait, il y a d'autres problèmes environnementaux, la perte de biodiversité, les écosystèmes qui se modifient trop rapidement en général, la pollution, les problèmes de santé et d'environnement. Malheureusement, ils ont cette caractéristique commune d'être exacerbés par un réchauffement climatique important. Par exemple, eh bien, il y a certaines espèces, enfin presque la moitié des espèces, qui, dans le cas d'un scénario émetteur, auraient à la fin du siècle une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. On voit bien la difficulté que ces espèces, faune ou flore, auraient à s'adapter. Et puis bien sûr, des phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, 1 mètre à la fin du siècle dans le cas du scénario émetteur, et puis si ce réchauffement se poursuit, à échelle séculaire, donc voire millénaire, ça dépend du type de réchauffement, eh bien le risque de fonte du Groenland, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Quelques siècles, c'est loin, mais c'est maintenant que nous en décidons. C'est au cours des prochaines décennies que nous en décidons, c'est très clair. Donc, globalement, quand on regarde maintenant non pas ces impacts un par un, eh bien, c'est assez intéressant, enfin important de voir, et moi c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, en particulier dans un avis sur la justice climatique dont j'ai été co-rapporteur au Conseil économique, social et environnemental. Finalement, c'est le risque d'accroissement, la principale conséquence, disons, macro du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. En gros, je dis souvent que le réchauffement climatique, ça diminue les endroits où il fait bon vivre, et je pense que les couches aisées des populations de la planète sauront toujours les trouver. Mais c'est clair qu'on est assez conscient du fait qu'il y a des pays plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Généralement, ce sont d'ailleurs des pays qui ont peu contribué à ce réchauffement. Ce dont on est moins conscient, c'est que ça s'applique aussi dans nos pays. Ce sont généralement les couches les plus modestes et qui sont les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. On peut donner des exemples. Et puis, un exemple récent nous dit aussi que quelquefois les mesures qu'on prend pour lutter contre le réchauffement climatique, augmentation de la taxe carbone l'an dernier, eh bien, sont profondément injustes parce qu'elles affectent de façon relative, tout au moins, plus les couches modestes que les couches aisées de la population, et ça a quand même été un des points de départ du mouvement des Gilets jaunes. Donc, tout simplement pour dire que dès qu'on parle de réchauffement climatique, on tombe tout de suite dans ce problème social, économique et bien sûr de la décision politique. Donc, quelques exemples, je ne vais pas être trop long, j'ai promis. Donc, bien sûr, le problème des ressources en eau est quelque chose de très important. Vous voyez, cela c'est centré sur l'Europe.
Donc, une double caractéristique, une augmentation des précipitations. Les régions vertes, c'est des augmentations de précipitations jusqu'à 50% de certaines régions. Aucun intérêt d'augmenter les précipitations l'hiver dans les hautes latitudes nord. Donc, sauf un risque d'augmenter les précipitations. À l'inverse, c'est très préoccupant, cette diminution annoncée des précipitations, là aussi jusqu'à 50% dans certaines régions, l'été, sur tout le pourtour méditerranéen, parce que ça s'accompagne d'une augmentation de l'évaporation et donc d'un accès à l'eau beaucoup plus difficile. Les ressources en eau avec des conséquences sur l'agriculture. Bien sûr, les flux de réfugiés climatiques risquent d'augmenter. Bien sûr, aussi le développement de l'Afrique est tout à fait souhaitable, mais il faudrait que l'Afrique se développe de façon là aussi sobre en carbone, et bien sûr des risques de feux de forêt supplémentaires dans toutes ces régions. Et un peu plus d'ailleurs, en fait, quand on parle des feux de forêt, par exemple, donc ça, ce sont simplement une classification des risques de feux de forêt. Donc les régions en rouge, c'est le risque maximum. Donc là, je vous montre, disons cela, à horizon 2050, enfin à peu près, dans une trentaine, quarantaine d'années. Donc si vous regardez la carte d'aujourd'hui, tout le pourtour méditerranéen proche, les régions, disons Italie, Grèce, Espagne, disons Côte d'Azur, enfin Provence-Côte d'Azur sont en rouge, mais par exemple, toutes ces régions du centre et de l'ouest de la France, qui ne sont pas à risque pour le moment, le deviendraient. Donc ça étend largement les risques de feux de forêt. Un exemple sur les extrêmes climatiques. Actuellement, chaque année, en moyenne, il y a un Européen sur 3 qui fait face à un extrême climatique. Donc qui fait face, ça ne veut pas dire qu'il est victime, mais enfin qui s'en préoccuper. Ça peut être des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses en Europe. En fait, dans un climat de plus 3 degrés, eh bien, ce serait 2 Européens sur 3 qui, chaque année, feraient face à un extrême climatique, en particulier des vagues de chaleur. Et en fait, en termes de victimes, maintenant, donc en gros, chaque année, le nombre de victimes, en moyenne, c'est 3000 au niveau de l'Europe. Alors, il faut oublier le chiffre de 2003 qui était de 75 000. Donc, on espère que c'était un accident. Personne n'était vraiment bien préparé. Bon, maintenant, la moyenne, mais on pourrait passer dans la deuxième partie de ce siècle plutôt au-delà de 100 000, une multiplication par 30 ou 40, et pour l'essentiel, plus de 95% liés aux canicules. Donc, un petit peu sur la France. Donc, la France, l'année la plus chaude, c'est 2018, c'est l'an dernier. On verra ce que donne cette année, mais c'est un peu différent, bien sûr, d'un pays à l'autre. Mais le réchauffement est bien là également. Donc, vers quoi irions-nous? Bon, là, il n'y a pas quelque chose de très nouveau, simplement une déclinaison avec des modèles régionaux. Vous voyez, donc le scénario émetteur est là. Donc ça, c'est un scénario moins émetteur. Le scénario émetteur que je vous ai montré, eh bien, on va vers... donc il y a un gradient, enfin, les réchauffements sont un peu moins importants sur la façade atlantique. Il y a justement l'influence de l'océan. Mais donc le réchauffement peut être de 4 à 5 degrés, il n'y a pas de surprise sur l'Est et disons, l'ensemble, disons, la moitié Est de la France et bien sûr le Sud. Donc en termes, ce qui est assez important, c'est que si on regarde maintenant non pas simplement les températures moyennes, mais les températures d'été, eh bien c'est plus marquant. Donc là, si on regarde les températures d'été, alors là, ce sont les données. Vous voyez, 2003, alors on n'a pas ajouté après, ça reste toujours le record. C'est disons l'été le plus chaud. 2018 a été le deuxième été le plus chaud. 2003 était 3 degrés plus chaud qu'un été de référence du XXe siècle. Il va falloir qu'on ajoute les autres. Mais voilà, donc à partir, dans un cas d'un scénario émetteur, ce sont les données de mes collègues de l'IPSL, je n'ai pas dû le marquer. Donc, vous voyez, dans le cas d'un scénario émetteur, pratiquement l'été 2003 deviendrait la norme à partir de 2040, 2050, 2060. Et puis, on aurait les étés caniculaires de la fin de ce siècle pour être 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence, disons, du XXe siècle. En fait, on voit bien, disons, il y a une dizaine, maintenant, disons, quand dans les années 90, on parlait de température en France qui pourrait excéder 45 degrés, les gens nous disaient en gros cause toujours. Donc, voilà, le record de température maintenant est pratiquement de 46 degrés dans d'autres pays.
Donc ça a été cette année. Donc voilà, évidemment, on voit l'intérêt de lutter contre le réchauffement climatique, un scénario, disons, qui permet de maintenir, disons, autour de 2 degrés. Eh bien, effectivement, il n'y a pratiquement pas d'été, disons, supérieur à 2003, hein, même dans la deuxième partie de temps en temps, bien sûr, dans la deuxième partie de ce siècle. Le problème des ressources en eau en France, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre à bras-le-corps. Hein, c'est, disons, là c'est en gros, disons, les débits des rivières. Dès 2050-2060, les débits des rivières pourraient être à 30 à 60%, ça dépend des régions, bien sûr, plus vers le sud, diminuer de 30 à 60%. Hein. Les débits, ils sont d'étiage, hein, disons, les débits d'été, les débits moyens, voilà des valeurs. Donc, ce sont vraiment des conséquences importantes. Hein, donc, c'est pas à la marge. On voit bien. Donc, avec, bien sûr, il faut, disons, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas non plus, c'est quelque chose qu'on peut effectivement, si on s'y prépare, qu'on peut, je crois, gérer dans un pays comme le nôtre. Mais il faut pas, disons, il faut regarder ce problème en face. Ça risque d'être un des problèmes, disons, dans notre pays. Bon, bien sûr, oui, alors là, je crois être allé trop vite. Oui, alors tout cela pour vous dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, on le sait. Nos décideurs politiques sont assez raisonnables pour, dans le cadre de l'accord de Paris, avoir fixé comme objectif, disons, ce qu'on appelle un scénario sobre, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au point industriel, étant entendu qu'on a déjà pris 1,5 degré. Donc, l'idée derrière, à laquelle j'adhère complètement, c'est que si on arrive à, disons, limiter le réchauffement climatique, on pourra s'y adapter, au moins pour l'essentiel. L'idée, on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique, mais il faut tout faire pour le limiter de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. Ça, c'est clair, et bien sûr, après. Mais c'est un véritable défi. On sait ce qu'il nous reste à émettre comme gaz carbonique si on veut rester en deçà de 2 degrés. Donc il nous reste l'équivalent de 20 ans, disons par rapport à aujourd'hui, il y a entre 15 et 20 ans d'émissions. Et pour 1,5 degré, il y a entre 10 et 15 ans. Donc vous voyez. Et en gros, ça veut dire, par exemple, pour 1,5 degré, il faut laisser 90% des fossiles là où ils sont. Donc ça demande un changement très rapide et très violent de notre système énergétique. Alors, dans l'accord de Paris, on parle de 2 degrés, d'1,5 degré. Alors, les gens se disent, ouais, c'est pas si différent que ça. En fait, le dernier rapport, il y a un rapport spécial du GIEC qui montre quand même qu'il vaut mieux quand même rester autour de 2 degrés plutôt qu'1,5 degré. Donc voilà, 2 degrés, par exemple, parce que les records de température augmentent grosso modo 2 fois plus vite que les températures moyennes, 2 fois plus vite le jour, 3 fois plus vite la nuit. Donc un réchauffement de 2 degrés, la nuit c'est 6 degrés de plus, les records de température, 4 degrés de plus pour le jour. Les pluies intenses qui sont déjà, disons, quelque chose qu'on attribue au réchauffement climatique, disons, deviendront plus intenses, c'est la perte de biodiversité, quelque chose, bien sûr, très important. Disons, si on dépasse 2 degrés, il y a vraiment un risque que tous les récifs coralliens, disons, tropicaux, régions tropico-équatoriales, soient affectés. Donc, c'est vraiment on a vraiment toutes les raisons de rester en deçà de 2 degrés. En deçà de ne pas dépasser 1,5 degré. Déjà, rester en deçà de 2 degrés, on voit bien la difficulté. Mais ce sont des choses qui sont quand même bien documentées à travers ce rapport. Où en sommes-nous ? Donc, on va parler, alors excusez-moi, cette fois on va parler non pas, alors je vous ai parlé de 40 milliards à peu près de tonnes de CO2 chaque année. En fait, si on veut tenir compte de l'ensemble des gaz à effet de serre, alors on en parle en termes d'équivalent CO2, il faut ajouter à peu près pour le méthane, le protoxyde d'azote, les autres gaz à effet de serre, à peu près 10 milliards de tonnes. On est grosso modo en 2020 autour de 50 milliards de tonnes, ou un peu plus. Donc maintenant on va prendre 4 hypothèses. L'hypothèse où on ne fait rien et regarder ce qui se passe en 2030. Si on ne fait rien en 2030, on sera vers 65, peut-être même 70 milliards de tonnes. Là, on parle bien d'équivalent CO2, pas de CO2 tout seul. Donc, et comme je l'ai dit, des températures, on n'échappera pas après, ça sera difficile d'échapper à des réchauffements de 4 à 5 degrés. L'accord de Paris, alors l'accord de Paris,
fixe un objectif ambitieux, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel, mais n'en prend pas les moyens. C'est-à-dire que les engagements pris par les différents pays, toujours sur la période 2020-2030, c'est la période d'engagement de l'accord de Paris, eh bien, ces engagements nous emmènent vers 55 milliards de tonnes à horizon 2030. En fait, si on voulait avoir des chances de rester en deçà de 2 degrés à long terme, il faudrait passer par 40 milliards de tonnes, moins 20%, et diviser par 2 pratiquement pour 1,5 degré entre 2020 et 2030. Et on n'en a pas fini pour autant. C'est-à-dire que dans le cas de, disons pour 1,5 degré, il faudra atteindre neutralité carbone à horizon 2050, voilà, et en fait 2075 pour 2 degrés. Et puis il y a une nécessité de pomper le CO2 de l'atmosphère, puisque visiblement, si on veut rester dans disons, ce pompage de CO2 de l'atmosphère, nous sommes dans une situation où en gros nous émettons du gaz carbonique sans trop compter, et puis on demande aux jeunes d'aujourd'hui à la fois de s'adapter au réchauffement climatique et puis de pomper du CO2 de l'atmosphère. C'est quand même, je crois qu'on peut dire que nous sommes une génération collectivement assez égoïste. C'est très clair. Donc voilà où nous en sommes, et comment faire? Donc je vais essayer de terminer dans les temps, à peu près. Bon, regarde Pierre, il reste quand même 2 minutes, mais tu m'en donnes 2 quand même après. Bon, on aura le temps. Donc alors, l'action passe par une connaissance des émissions. En fait, on connaît très bien la façon dont nous émettons les gaz à effet de serre. Alors ça, c'est pour la France. Bon, mais ça va être différent d'un pays à l'autre. À l'échelle planétaire, c'est un peu différent. Mais chez nous, donc, ce sont les transports, qui sont entre 25 et 30%. 3 secteurs autour de 20%, l'habitat, l'industrie, agriculture et alimentation. Et puis l'énergie, les déchets. Donc voilà, donc il faut agir sur ces leviers. Par exemple, transport, habitat et agriculture, non, alimentation, je dirais. Transport, habitat, alimentation sont quand même des secteurs qui correspondent à la moitié des émissions, des secteurs sur lesquels chacun d'entre nous, on peut agir d'une certaine façon, par nos décisions de chaque jour. Mais, disons, l'action n'a de sens que si tout le monde regarde dans le même sens. C'est très clair. Donc, bien sûr, on a évoqué jusqu'ici, j'ai évoqué l'action des États. C'est le rôle des États, je crois, de mettre en place des accords, si possible, ambitieux, et si possible, de mettre en face les moyens pour respecter ces accords. L'accord de Paris est ambitieux, mais les engagements ne le sont pas. Entre 2020 et 2030, ils ne nous font faire qu'un tiers du chemin. S'ils étaient respectés, ce qui ne sera probablement pas le cas, ils ne nous font faire qu'un tiers du chemin par rapport à 2 degrés, 1/5 du chemin par rapport à 1,5 degré en termes de quantité de réduction, de réduction des émissions. Donc l'État peut avoir un autre rôle, c'est aussi effectivement, et c'est le cas de la France, de mettre en place des outils, des lois, des règlements, des normes, disons, de façon à ce que les choses se fassent, que les objectifs, et la France a une loi ambitieuse, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, donc avec l'objectif de moins 40% des émissions en 2030, neutralité carbone en 2050, largement grâce à Nicolas Hulot, diminution de la quantité d'énergie utilisée par 2. Donc ça, on voit bien que l'État a un rôle à jouer, mais la réalité de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quand même au niveau régional, au niveau local, au niveau des individus, au niveau des entreprises, c'est au niveau de tout le tissu social. Il faut pas toujours, je crois qu'il ne faut pas toujours rejeter la responsabilité de l'absence d'efficacité de la lutte contre le réchauffement climatique sur les États, sur nos gouvernants. Il faut aussi que nous regardions, chacun d'entre nous, un peu ce que nous faisons. Et quand on regarde aussi bien, vous voyez, habitat, par exemple, transport, il y a une importance très importante, de l'échelle régionale. En fait, l'échelle régionale est extrêmement importante, y compris, bien sûr, les élus régionaux. Elle est importante sur les impacts, puisque les impacts, si vous vivez, disons, en région côtière ou si vous vivez dans les Alpes, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Disons, un élu n'a pas les mêmes difficultés par rapport au réchauffement climatique. Elle l'est également dans les solutions, elle est également dans l'adaptation. Donc, les solutions
quand on parle d'habitat, de transport, sont largement du ressort des régions ou des élus. Voilà. Donc ça, c'est important, cette échelle régionale. On peut parler du rôle des entreprises, des ONG. Alors, pour moi, il y a, disons, il y a 4 mots-clés pour l'action. Donc, il y a l'efficacité. Donc, quand même, je rappelle que les 4/5 des émissions, c'est le CO2. Et en gros, disons, c'est 36-37 milliards de tonnes sur CO2, sur 50 milliards d'équivalents CO2. C'est largement les 3/4 des émissions sont liées à notre utilisation des combustibles fossiles. Donc, voilà, donc de CO2 d'origine de fossiles. Donc, c'est à peu près les 3/4. Donc, ça nous pousse à réfléchir. Bien sûr, il faut aussi penser aux 20% liés à, disons, à l'utilisation des terres, à l'agriculture, à la déforestation. C'est d'actualité actuellement. Par exemple, les incendies de Sibérie, on n'a pas les chiffres encore pour disons, l'Amazonie. Les incendies de Sibérie, depuis le début de l'année, 12 millions d'hectares, c'est l'équivalent des émissions d'un pays comme la France sur une année. Donc, c'est une première estimation. Donc, l'efficacité énergétique va être très importante. Et donc, par exemple, c'est pour ça que dans la loi sur la transition énergétique, il y a un objectif de diviser par 2 notre quantité d'énergie utilisée en France à l'horizon 2050. Il y a bien sûr aussi le mix énergétique. Il faut bien sûr aller vers un mix moins carboné avec, bien sûr, ce qui est en France représente pour le moment 70 ou 80% de la production d'électrique, le nucléaire, mais il y a effectivement en particulier, y compris en France bien sûr, mais un développement, et en particulier à l'échelle planétaire, bien sûr, le potentiel, et dans les énergies renouvelables. Donc, mais il y a aussi la sobriété. Disons que l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, mais la sobriété, c'est un peu regarder à ce qu'on fait. C'est un peu regarder ce que l'on fait quand on utilise l'énergie ou quand on s'alimente d'ailleurs. Voilà, donc la sobriété, s'il n'y a pas de sobriété, on n'arrivera pas en France à respecter les objectifs de la transition énergétique. Et puis, c'est un thème qui m'est cher et sur lequel je vais terminer, parce que, bon, il me reste 1 minute. Donc, il faut quand même investir. Nous pensons, enfin nous, alors je dirais qu'on a, disons que je me suis beaucoup intéressé. Alors, il y a quand même un point, oui, alors, que je mentionne ici, parce que quand même maintenant je suis... donc, en gros, en France, je vais terminer, donc on est en retard par rapport à nos objectifs de la loi de transition énergétique. C'est très clair, et dans son discours de sortie de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a proposé la mise en place d'une convention citoyenne. Voilà, donc sur le climat pour le moment, il y en aura peut-être une sur la retraite ensuite. L'idée, c'est, dans notre cas, c'est 150 citoyens tirés au sort. Et la lettre de mission, c'est que ces citoyens réfléchissent aux mesures qu'il faudrait prendre pour que la France respecte les objectifs de la loi sur la transition énergétique. Donc, je me suis intéressé, puisque j'étais ce matin à une réunion, donc je fais partie du comité de gouvernance de cette convention citoyenne. Donc le rôle du comité, c'est simplement que les choses se passent bien, c'est vraiment les citoyens qui font des propositions, ces propositions devant être examinées soit au niveau parlementaire, soit au niveau de l'exécutif, au niveau de normes, au niveau de règlements. L'idée, c'est que les propositions qui seront faites par les citoyens, donc ce sera pour le mois de mars prochain, ne restent pas sans réponse. Ça ne veut pas dire qu'elles seront acceptées, mais le minimum, c'est l'engagement pris par Édouard Philippe dans sa lettre de mission. Donc c'est intéressant. Donc le tirage au sort a commencé hier. Alors on était déjà content parce qu'il y a déjà 5 personnes ou 6 de sélectionnées hier soir qui ont accepté le principe de faire partie. Donc on n'est pas à 150, ça va prendre 1 mois. Si vous êtes appelé, dites oui. Voilà. Donc il y a aussi un point qui nous est cher, donc en particulier à Pierre Laroutourou et moi-même. Enfin bon, on n'est pas tout seul. Il faut aussi beaucoup investir. Voilà. Donc, en fait, au niveau de l'Europe, si on veut réussir la transition énergétique, on est très européen, et d'ailleurs Pierre est désormais député européen. Donc, au niveau de l'Europe, il faudra investir 1 000 milliards d'euros chaque année pour réussir la transition énergétique. Il ne s'agit pas de changer les objectifs, c'est pour réussir les objectifs. En gros, 700 milliards chaque année dans la mobilité, 200 milliards dans l'urbanisme, aussi un peu dans l'énergie, bien sûr. Donc en fait, ça, ce n'est pas des financements supplémentaires, ce sont des
En gros, il y a déjà quand même des investissements qui sont liés à la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Quand on parle en termes de financement supplémentaire, en gros, alors ça dépend d'un pays européen à l'autre, il faudrait en gros presque 2% du PIB supplémentaire investi dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. En France, ça fait 45 milliards chaque année. Bon, le rapport Canfin-Grandjean, c'est un peu moins, mais c'est quelques dizaines de milliards de toute façon. Donc, je rappelle que Nicolas Hulot avait dû chiffrer à 7 milliards simplement pour l'urbanisme et qu'il a eu largement moins des milliards. C'était une des raisons de sa démission il y a maintenant un an. Donc, je crois que c'était l'anniversaire. Donc, du coup, on a proposé avec Pierre, et ça a été repris en tout cas par certaines listes, donc l'idée d'un véritable mouvement. En gros, notre slogan, c'est vrai qu'on a mis plus de 1000 milliards chaque année sur la table pour sauver les banques. En 2008, il y a eu plus de 1000 milliards mis sur la table de création monétaire, hein, c'est très clair. Donc le slogan de notre initiative, c'est on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Plus concrètement, ce pacte propose la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, d'un budget européen, voilà aussi, et puis d'un traité, en fait, le traité visant simplement à assurer la pérennité de ces deux outils, puisque généralement, ce qui est important pour une entreprise ou pour chacun d'entre nous, c'est la pérennité des outils qui sont mis en place. C'est la difficulté pour beaucoup, c'est le manque de pérennité, le manque de continuité. Donc voilà, donc ça c'est une initiative donc, qui est reprise. Je crois que notre future présidente de l'Europe a mentionné la création d'une banque récemment. On verra bien ce qui se passe, mais l'idée c'est pas grave, hein, c'est pas la solution qu'on propose n'est peut-être pas la bonne, mais ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que s'il n'y a pas des investissements supplémentaires, ni en France ni au niveau de l'Europe, nous ne réussirons cette transition hein, au sens large. Ça c'est très clair. Je pense aussi important de dire et de souligner que cette transition, c'est ce qu'il faut faire du point de vue du dynamisme de l'économie, ce n'est pas le contraire. Ce sont les pays qui, les premiers, s'orienteront vers une société sobre en carbone, qui gagneront économiquement. C'est du dynamisme économique, c'est très attractif pour nos jeunes, c'est beaucoup de créativité, hein, donc, aussi bien dans les technologies, mais aussi de créativité au niveau sociétal, hein, on le voit bien. Et voilà, et c'est bien sûr des créations d'emplois. Donc ça, les chiffres de l'ADEME, c'est 6 à 900 000 emplois nets créés d'ici 2050, 6 millions au niveau de l'Europe. Alors les estimations peuvent varier, mais l'idée c'est que ce n'est pas du tout, disons, regarder l'avenir, réussir cette transition, c'est gagnant aussi bien en termes de dynamisme économique, d'emploi, évidemment, que d'environnement. Bien sûr, tous les problèmes environnementaux étant très liés, la perte de biodiversité également. Voilà, donc merci beaucoup. Donc j'étais à peu près dans les temps. Merci. Bon, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait intéressant. On sait maintenant qu'on peut déjà réserver nos vacances à Lille l'été prochain et les étés suivants. Donc ouais, mais c'est risqué, t'as vu que c'est. Il y a quand même. Attends, vous avez fait combien un livre? Dépasser 40? Je sais pas. Non, pas. Hein? Bon, en tout cas. Ouais, c'est ça, hein, vous avez dépassé 40, oui, bon. Si on vous avait dit ça il y a 30 ans, beaucoup de gens souriaient, vous voyez. Alors, je crois que cet exposé va être la source de très nombreuses questions. Qui veut lancer? Ouais. Alors, le micro va circuler, on va commencer par le regarder. Bonjour, Gaël Richard de Télécom Paris. Merci pour l'exposé, extrêmement intéressant. J'ai une question naïve, hein, puisque c'est évidemment pas mon sujet. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu dans le passé des périodes glaciaires et des périodes chaudes, que donc il y a eu des précédents, et que même des précédents, je dirais, en termes de chaleur, qui a même fait déjà plus chaud, mais qu'on n'avait jamais vu autant de concentration de gaz à effet de serre, et que finalement, la grosse différence par rapport à ce qui s'est passé il y a très longtemps, c'est cette accélération du réchauffement et cette présence de gaz à effet de serre. Et donc ma question naïve est le fait qu'on accélère le réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne va pas accélérer le passage vers une nouvelle période glaciaire? Non, d'abord, merci de la question, mais il y a d'abord un premier point.
par exemple, il y a eu 10 fois plus de CO2 il y a 50 millions d'années, largement, peut-être plus, qu'actuellement. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles ces périodes étaient chaudes, et très chaudes. Donc, en fait, quand on dit que les quantités de gaz carbonique n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui, on l'a montré justement à travers les glaces polaires. Hein, c'est le domaine dans lequel je travaille effectivement. Ça vaut pour les 800 000 dernières années. Il est très probable que ça vaut pour au moins 1 million d'années, mais déjà, il y a à peu près... on retrouve des teneurs de gaz à effet de serre comme celles d'aujourd'hui, il y a entre 2 et 3 milliards d'années, et il y a eu des périodes où ça a été 10 fois plus important. Et effectivement, le climat était très chaud. Donc ça, c'est un premier point. Si on était intelligent, collectivement, nous garderions les combustibles fossiles pour les injecter au moment où effectivement on en a besoin, probablement dans 10 000 ans, pour empêcher le passage à la prochaine période glaciaire. Mais il n'y a aucune raison que le réchauffement provoque un passage à l'ère glaciaire. Alors je crois que la question naît quand même d'un film, Le jour d'après, donc, où effectivement c'est cette idée que le réchauffement pourrait provoquer un arrêt du Gulf Stream, enfin des modifications des courants océaniques. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout un retour à l'ère glaciaire. Ce qui est un peu l'image d'Épinal, c'est qu'on a associé l'existence de variations climatiques rapides à un passage à l'ère glaciaire. En fait, si le Gulf Stream se modifiait, ça s'est passé dans le passé, eh bien, disons, dans 200 ou 300 ans, le climat étant 3-4 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, ce qu'on peut imaginer, hein, et que les gens finalement s'y soient adaptés, si c'est relativement lent, eh bien, dans ce cas-là, en fait, un changement du Gulf Stream eh bien, se traduirait dans nos régions par un retour aux températures actuelles, pas du tout par un retour à l'ère glaciaire. Donc il y aurait effectivement, en gros, les changements de circulation océanique. Si le réchauffement est de 3 degrés à l'échelle planétaire, il reste de 3 degrés, hein, même avec des changements de circulation océanique dans nos régions. Mais effectivement, à l'échelle régionale, ce seraient des variations extrêmement violentes, mais en aucun cas retour à l'ère glaciaire. Jean-Paul Sinaya, donc d'abord merci pour la présentation qui était passionnante. Moi, ça m'a glacé le sang, pour vous dire la vérité. Mais j'avais une question très naïve aussi. Donc, je ne mets absolument pas en doute aucun des chiffres que vous avez montrés, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui attribuer avec sûreté la dureté et la fréquence des événements extrêmes au réchauffement climatique, ou bien c'est compatible avec le modèle, mais on ne peut pas encore les attribuer? Alors, il faut être très prudent, ça dépend. Il faut regarder au cas par cas. Ce qu'on attribue actuellement, ce qu'on associe directement au réchauffement climatique, c'est l'augmentation des températures d'été, des températures de nuit, donc les records de température, l'élévation du niveau de la mer et, d'une certaine façon, les pluies plus violentes. Donc ça, c'est observé dans certaines régions. Mais nous sommes très prudents sur les sécheresses, nous sommes très prudents sur les cyclones, même si les projections nous disent, vous avez vu que dans certaines régions, il y aurait plus de sécheresse, mais l'attribution des événements extrêmes au réchauffement climatique est très limitée actuellement. Donc, voilà, pour les événements extrêmes, en fait, la seule attribution qu'on fait réellement, ce sont les températures d'été records. Donc les sécheresses, on est vraiment très prudent. C'est pour ça que, il faut garder la prudence, on n'a pas... Bien sûr, le problème, c'est que l'eau dans le sol, et ça a été très clair hein, pour, disons, la canicule de juin, l'eau dans le sol, il y a l'évaporation. Ce qui est sûr, c'est que quand il fait chaud, il y a plus d'évaporation. Et même, c'est un des problèmes qui était dans cette carte des débits des rivières, c'est lié, non pas simplement, même si les précipitations ne variaient pas, ce serait le cas de la Bretagne, parce que je regarde souvent, je fais souvent des conférences en Bretagne. A priori, les précipitations ne varieront pas, mais disons avec le réchauffement, s'il y a plus d'évaporation, il y aura quand même moins de ressources en eau. Donc il faut bien regarder précipitation ou sécheresse des sols, c'est différent. Ce qu'on appelle la sécheresse agricole.
Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, si on n'a pas envie d'y penser, on entend quand même parler de plan B. On pourrait alcaliniser les océans, on en avait parlé cette semaine déjà avec d'autres, on pourrait libérer des aérosols. Donc on peut parler de plan B. Bon, alors je vais essayer de dire pourquoi je suis pas adepte du plan B. Donc il y a différentes choses qui peuvent être envisagées sous un vocable qu'on va appeler globalement géo-ingénierie. Donc c'est un vocable généralement accepté. Donc il y a dans celui dont on parle le plus, c'est plutôt dans l'atmosphère. En gros, à chaque volcan, il y a une diminution de la température de quelques dizaines de degrés. Et donc l'idée, qui dure quelques années, et l'idée ce serait d'injecter des aérosols vers latitude 10-15 km, voilà, et disons de contrer le réchauffement climatique. Alors il y a 2 ou 3 problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il y a des risques d'effets secondaires sur la répartition des précipitations, mais aussi par exemple sur disons le cycle de l'ozone. Mais alors admettons que disons ces effets secondaires ne soient pas critiques, essayons de les oublier, même si un des problèmes, c'est que si on laisse augmenter le CO2 et puis qu'on essaye de maintenir la température constante, dans le meilleur des cas, il faut augmenter la dose chaque année. Ça, c'est important. Et si pour une raison quelconque, dans 10, 20 ou 30 ans, dans une trentaine d'années, eh bien, on est obligé d'arrêter, soit des raisons géopolitiques, de gouvernance ou techniques, ou bien parce que quelque chose déraille, autrement, eh bien, en gros, le réchauffement climatique qu'on n'aura pas pris pendant, disons 1 degré sur 30 ans, par exemple, ou sur 40 ans, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui le prendront en 5-6 ans, et ça sera encore beaucoup plus dramatique. Donc, ma principale... moi, je pense que c'est des problèmes éthiques. C'est avant tout un problème éthique. Je pense que faire ça, je trouve là aussi, c'est égoïste de la part de nos générations. C'est vraiment laisser, disons, aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Donc alors, il y a des problèmes techniques, mais derrière, pour moi, il y a beaucoup de problèmes éthiques. Alors, il y a d'autres aspects. Bon, ensemencer l'océan, ça marche pas très bien. Il y en a qui marchent pas très bien. Donc, celui qui est le plus évoqué, c'est celui-là. Bon, il y a des gens, des farfelus qui veulent mettre des miroirs dans l'atmosphère. Il y a plein de choses. Donc je pense que le rapport du GIEC va en parler plus cette fois-ci. C'est vrai généralement on est très prudent et je pense que le bon sens c'est quand même d'essayer de diminuer les précipitations, même si on s'y prend un peu tard. Mais tout cela existe. Il y a des recherches qui sont faites, en particulier aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Et c'est peut-être ce qui nous attend à raison de 10, 20 ou 30 ans. Mais si c'est le cas, je serai peut-être plus là, mais je le regretterai franchement. Une ou 2 autres questions? C'est pas gagné d'avance. Au milieu de la... bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous dites que donc avec le rapport du GIEC il y a plus de 30 ans, vous montrez déjà un peu ce genre de résultat, ce phénomène, et que les décisions ne peuvent peut-être pas être prises assez vite ou sont pas toujours pas prises assez vite, par exemple avec la COP21 où les engagements ne sont pas assez importants par rapport à ce qu'ils veulent faire. Est-ce que vous pensez que le discours du GIEC ou des scientifiques doit changer, ou même dans la méthode de faire? Quel est votre avis là-dessus? C'est un peu au cœur d'un débat qu'on a aujourd'hui, puisque donc j'étais la semaine dernière co-auteur avec 5 collègues d'une tribune dans le monde où on dit les dangers de la collapsologie, puisque disons la théorie de l'effondrement est effectivement donc l'autre solution, c'est effectivement le GIEC ne dit pas, en gros on accuse le GIEC de ne pas être assez catastrophiste, certains, et donc on arrive de l'autre côté à la théorie de l'effondrement que moi je trouve dangereuse. Alors voilà, on a fait cette tribune, en fait on va discuter avec Pablo Servigne parce qu'on a quand même envie de discuter. Mais moi ce qui m'a marqué, c'est que j'étais hier à Thésée, il y avait autant de monde qu'ici, il devait y avoir 500 jeunes. Donc à Thésée, c'est un centre communautaire religieux à côté de Cluny, pour ceux qui connaissent. Donc il y avait 500 jeunes. Pratiquement toutes les questions ont tourné autour de l'effondrement. C'est-à-dire pour les jeunes d'aujourd'hui, cette théorie de l'effondrement qui ne date que le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, c'était 2016-2017, de 3 ou 4 ans. Alors bien sûr, il y a Jared Diamond qui est pour... Mais bon, c'est vrai que là, c'était plus pour spécialistes. Donc, mais les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, ils rentrent à tête baissée dans la théorie de l'effondrement, en gros avec
c'est quand même risque de dire donc il n'y a plus rien à faire. Donc moi je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais bon, c'est pas facile, mais qu'il faut faire le maximum pour limiter le réchauffement climatique. Et je pense, et je reste très attaché à la stratégie du GIEC, c'est-à-dire de ne pas exagérer les choses. Il y a des choses qui vont moins vite qu'on ne l'a prévu, d'autres choses qui vont plus vite. Donc les gens qui disent que le réchauffement va plus vite que nous l'avions prévu, c'est pas vrai. Ça dépend de quels paramètres il faut regarder. Donc il faut être, moi je pense qu'on va à peu près au rythme qui était envisagé il y a 30 ans, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Donc je pense que les conclusions du rapport du GIEC sont suffisamment alarmistes et suffisamment claires pour ne pas trop en rajouter, comme Yves Cochet qui va avancer sur sa petite charrette en 2035 et qui n'aura plus Internet. Donc à un moment, non mais c'est ça l'effondrement. La théorie de l'effondrement, c'est qu'il n'y aura plus Internet en 2035. Enfin au moins certains. Si vous avez lu Fred Vargas aussi, il y en a certainement parmi vous. Donc moi non, je suis très attaché à la stratégie du GIEC, elle est double. Rester très près de la science et ensuite ne pas faire de recommandations. Notre idée, c'est de faire un diagnostic critique. Il y a beaucoup de discussions, il y a des débats sans fin d'ailleurs. Enfin, il faut bien terminer un jour, mais moi je ne pense pas qu'il faille, disons, être catastrophiste. Pablo Servigne, par exemple, dit moi je prends le rapport du GIEC, mais à chaque fois, en gros, je prends les valeurs extrêmes. Il y a quelqu'un qui a publié le niveau de la mer, ça sera 6 mètres, une élévation de 6 mètres à la fin du siècle, Jim Hansen. Alors on prend ça, voilà, voilà, donc non, je pense qu'il faut... Enfin, moi, je souhaite rester... Il n'y a pas besoin de dramatiser... Enfin, disons, le rapport du GIEC est suffisamment clair pour moi, j'y reste fidèle, parce que c'est quand même notre science. On ne peut pas dire des choses dont on n'a pas les arguments. Si on regarde, parce que c'est un grand débat, Patrick le sait bien, si on regarde cette question cruciale qui était celle qui nous a été posée depuis tous les rapports du GIEC, est-ce que le réchauffement est lié aux activités humaines? Dans le premier rapport, on disait qu'on ne savait pas. Dans le deuxième, donc c'est une influence perceptible des activités humaines. Il y a un ensemble d'éléments suggère une influence perceptible des activités humaines sur le climat. Le troisième rapport du GIEC, probablement, c'est-à-dire plus de 2 chances sur 3, plus de 9 chances sur 10 dans notre esprit dans le quatrième, et ce n'est que dans le cinquième rapport du GIEC que nous sommes affirmatifs, disons quasi-certitude. Donc il faut prendre cette science, ça nous a pris 30 ans pour arriver à cette conclusion, que certains admettent quand même pas mal, que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Le problème du réchauffement climatique, c'est ce décalage entre les causes. Disons, les gens ne s'en préoccupent à partir du moment où il est là. Et c'est trop tard, malheureusement. Donc en gros, il aurait fallu, disons, accorder du crédit au diagnostic des scientifiques au début, ce qui a été le cas avec les décideurs politiques, puisque 90, c'est le premier rapport du GIEC, 92, c'est la Convention climat, 97, c'est le protocole de Kyoto. Ce qui ne va pas, c'est que le protocole de Kyoto est à peu près bien dimensionné, mais c'est que les États-Unis, disons, c'est George Bush qui est élu et non pas Al Gore, et donc les États-Unis ne ratifient pas le protocole de Kyoto, et voilà, et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs, en particulier Copenhague a été un échec. L'accord de Paris, nous sommes malheureusement dans le même contexte, c'est-à-dire que tous les pays avaient, sauf la Russie, ont ratifié le protocole de Kyoto, et le fait qu'effectivement des pays, voilà, les États-Unis, le Brésil, mais la Russie probablement également, peut-être l'Australie, se retirent de l'accord de Paris, il l'affaiblit considérablement. Donc il y a une prise de conscience politique assez rapide, mais dans les discours, dans les textes, mais dans la réalité, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais augmenté aussi rapidement que dans les années 2000. Pour quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas vraiment entrevu, c'est la montée, la croissance extrêmement rapide des émissions en Chine et dans les pays émergents. On prend une toute dernière courte question. Merci. Merci pour la présentation. Donc, dans la salle, on est pour la plupart des enseignants. Et il y a un appel qui a été lancé par les étudiants il y a quelque temps qui s'appelle The Shift Project, justement pour former les étudiants du supérieur aux enjeux climatiques et écologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, nous, en tant qu'enseignants, surtout quand c'est des disciplines d'ingénierie, sciences du traitement du signal, traitement d'image? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour répondre aux étudiants? Vous pourriez prendre des exemples dans vos enseignements qui viennent de nos disciplines, il y en a. Par exemple, ce problème, c'est un vrai problème de traitement du signal. Par exemple, si vous, je suis sûr que vous pouvez exposer là.
justement, ce problème de signal sur bruit du réchauffement est absolument un vrai. Les gens qui le font, ce sont des spécialistes du signal. Déjà, vous pourriez prendre par exemple un ou deux exemples dans nos disciplines. Par exemple, voilà comment les spécialistes du traitement du signal regardent ce problème. Donc, il y a voilà, voilà tout ce que, si vous regardez ça, vous vous y retrouvez assez rapidement. C'est des points que vous pouvez peut-être aborder. Je veux dire, tous les physiciens, tout le monde a des exemples. Bon, ça peut être sur l'énergie aussi, sur les solutions. D'autres, voilà, sur la mobilité, il y a aussi beaucoup de traitement du signal. Et donc, voilà, donc aussi. Voilà, donc moi, oui, ce point de l'enseignement m'intéresse beaucoup. Je suis pas mal impliqué dans quelque chose qui est vraiment à l'origine de Pierre Léna, qui est aussi membre de l'Académie des sciences, donc l'Office pour l'éducation du climat. Donc c'est de mettre à disposition des enseignants, mais plus du secondaire, les outils pour qu'ils... il y a déjà eu il y a eu un rapport du GIEC destiné aux enseignants, un peu simplifié par rapport au résumé pour décideurs. Et les choses ne s'arrêtent pas là. En fait, je vais terminer là-dessus, mais parce que ça m'a marqué. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était à Lille, au mois de juin, devant l'académie, disons le rectorat et beaucoup de jeunes lycéens. En fait, la mobilisation des jeunes a eu un effet très important en France. Disons que il y a 6 mois, dans les programmes de terminale, il y avait très peu dans le tronc commun d'aspects liés à l'environnement, au climat en général. Maintenant, il y aura dans le tronc commun des terminales des heures dédiées à l'environnement et au climat, et c'est largement grâce à la mobilisation des jeunes. Un autre point, par exemple, qui est assez... c'est toujours sur l'enseignement. Disons, notre ministre de l'Éducation nationale avait juré qu'il ne modifierait pas les programmes du primaire et du collège. Et nous sommes invités, disons par le Conseil supérieur des programmes, à l'initiative de Blanquer, à faire des suggestions pour ce qui pourrait rentrer dans les programmes d'enseignement de la maternelle au collège dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. C'est assez remarquable et tout ça vient de la mobilisation des jeunes. Et je pense que c'est important, ce sont des sujets importants. Je sais, on a beaucoup discuté dans beaucoup de cercles, mais voilà, les choses avancent et je suis aussi très proche. Je pense que là où ça ne va pas en France, c'est aussi bien dans les grandes écoles ou dans les universités, il y a très peu d'enseignement et ça, il y a des initiatives comme celle du Shift Project, il y a aussi d'autres qui ont, disons, pour un enseignement, disons, vraiment substantiel, en tout cas pas forcément en termes d'heures, mais vraiment clair sur ces problèmes environnementaux au sens large, parce que ça couvre aussi l'énergie et plein de domaines. Je crois qu'il nous reste à remercier Jean Jouzel pour ce remarquable exposé. Bon, c'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. Alors moi je vais aussi donc remercier Jean Jouzel et clore cette conférence de prestige en vous invitant, alors j'ai 2 informations à vous donner encore, mais je vais vous inviter ensuite à vous diriger